Je vais introduire une réflexion qui, quand même, va un tout petit peu sortir du cadre véritablement de l'architecture et de détail, puisque ce qui m'intéresse depuis de nombreuses années, c'est de réfléchir sur quelle est la représentation des grandes mégapoles et comment elles s'organisent, comment ce monde que le XXe siècle a créé, avec les autoroutes, avec les grands voies ferrées, avec les grands quartiers de logements sociaux, avec ces développements, comment ces grandes métropoles s'identifient, comment est-ce qu'elles se représentent, comment elles s'écrivent. Et en travaillant sur cette question, il m'est arrivé de rencontrer, bien évidemment, la question de l'eau très rapidement. Il est arrivé de rencontrer cette question de l'eau parce que la question qui apparaît très vite, c'est que pour que les gens s'identifient à une grande mégapole, il y a une nécessité qu'ils aient une représentation qu'ils peuvent saisir. Et de quelle nature peut être la représentation des grandes mégapoles? Elle est pour moi fondamentalement d'ordre géographique. C'est la géographie qui fabrique l'identité de la mégapole. Les grandes mégapoles sont, et ça c'est une évidence, dans les 25 plus grandes mégapoles mondiales, 17 sont en rapport avec l'eau et avec la mer, pour des raisons qui sont à la fois historiques et bien évidemment, et pour des raisons aussi d'une réalité du grand commerce mondial, dont 80% fonctionnent par rapport à la mer. Donc dès lors qu'on nous a posé la question de la grande métropole parisienne, j'avais déjà travaillé pendant plusieurs années avec mes étudiants sur cette question de la vallée de la Seine. Il m'est paru évident de dire que la grande métropole, il faut que j'appuie, la grande métropole parisienne, c'était Paris-Rouen-Le Havre, c'est-à-dire que l'idée qu'il y avait d'une part une réalité géographique, la vallée de la Seine, comme quelque part quelque chose qui identifie le territoire de cette grande mégapole, qui avait cette nécessité aujourd'hui que Paris soit articulé d'une façon beaucoup plus radicale avec le grand transport mondial et donc toute l'économie portuaire et toute la grande transformation induite par, j'y reviendrai, la containerisation, et que donc ces deux éléments n'étaient pas non plus suffisants. Il fallait se poser aussi qu'est-ce que c'est qu'une grande métropole aujourd'hui dans l'idée de nos concitoyens, dans l'idée des gens du monde, c'est-à-dire qui réalisent à la fois cette schizophrénie entre le désir d'intensité urbaine, du lieu, du café, de la proximité, des usages, et bien sûr aussi de réaliser, je parle trop mal, non, d'accord, et de réaliser aussi une accessibilité à la nature. Donc la grande métropole de demain, pour moi, c'est une articulation entre la ville et la nature. C'est fini de cette opposition stérile qui a organisé beaucoup de la pensée du développement urbain sur l'opposition ville-nature. La ville et la nature, la ville et les grands territoires agricoles, les grands territoires forestiers, les super paysages, l'eau bien sûr, et en même temps la ville, avec son intensité urbaine, se rejoignent. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe, à mon avis, dans toutes les grandes métropoles portuaires ou fluviales, c'est que la présence de l'eau, c'est quand même la présence d'une nature qui vit dans un monde artificiel. Et donc, c'est quelque chose de très, très passionnant. Donc, j'ai travaillé sur Paris-Rouen-Le Havre, et je vais vous présenter à la fois la réflexion sur ce grand système de rapport à l'eau que représente la vallée de la Seine en aval de Paris, et puis deux zooms, puisque nous travaillons depuis cela, un zoom sur l'estuaire, c'est-à-dire l'idée du port du Havre qui va fêter ses 500 ans en 2017. Il a été construit 500 ans, pardon. Il a été construit en 1517 par François Ier. Et puis, un deuxième zoom sur une autre question, la fondation d'un énorme port à Achères, c'est-à-dire à l'endroit où arrive l'Oise par rapport au canal Seine-Nord qui va relier la Seine avec Anvers. Tout ça étant bien évidemment
ayant beaucoup d'écho, puisque je me trouve aussi à Lyon, avec la question de la confluence, bien sûr, encore une autre confluence, la confluence de l'Oise et de la Seine, ou la confluence du Rhône et de la Saône, et puis les grandes réflexions qui sont menées aujourd'hui, comme vous le savez, sur une réalité d'un axe qui irait du Havre jusqu'à Marseille, c'est-à-dire que le Havre, Paris, Lyon, Marseille, comme un grand axe d'identité et d'espace magistral pour l'économie mondiale. Paris, grande échelle, Paris-Rouen-le Havre, avec les trois éléments. Pardon. Paris-Rouen-le Havre, une seule ville dont la Seine est la grande rue, qui est une phrase qu'a prononcée Bonaparte au Havre et qui m'a animé pendant tout le travail que nous avons fait. Et bien sûr aussi Fernand Braudel, qui a dans son écrit sur la France considéré que l'erreur de la capitale française, c'est d'être trop continentale, car il pensait que la France avait un destin maritime et que ce destin maritime devait s'articuler. Et il disait que la capitale de la France aurait dû être Le Havre. Dans les travaux du SDO de 65, déjà, cette idée était devenue un des grands éléments. Notre travail s'est organisé autour du thème aussi, un troisième paramètre essentiel quand on travaille sur les grandes mégapoles, l'identité, l'articulation ville-nature, et l'identité géographique, l'articulation ville-nature et la mobilité. Si on veut résoudre l'exclusion sociale, c'est la mobilité. Et l'eau, dans ce chapitre, n'est pas indifférente, puisque, comme vous le savez, que l'après-Kyoto implique, et c'était un des grands thèmes sur lesquels nous avons travaillé, implique que le trafic fluvial soit absolument redynamisé. Un exemple, à Anvers et Rotterdam, 80% des matériaux et de ce qui arrive par bateau, par la mer, passe sur les fleuves. Au Havre, aujourd'hui, 7%. Et sur le Rhône, le trafic est extrêmement léger. Donc, on a travaillé sur le tressage de toutes les mobilités. Je ne vais pas vous présenter l'ensemble du travail, puisqu'on parle aujourd'hui de l'eau. Mais dans le dessin, dans la deuxième partie du dessin, qui est en bas, vous voyez que l'organisation générale sur laquelle nous travaillons est une organisation autour des perpendiculaires à la Seine. Et ce n'est pas une idée artificielle, c'est tout simplement... Vous savez qu'il existe ce qu'on appelle les talwegs. Les talwegs, c'est les chemins qui vont depuis le plateau jusqu'à la vallée. Donc, c'est les chemins de l'eau qui descend dans le... J'ai loupé une image, je vais y revenir. Voilà. Dans la réflexion, je reviens un tout petit peu en arrière, excusez-moi, j'avais sauté cette image. Dans la réflexion sur l'organisation générale de la France, nous proposons, et je proposais ça à M. Balladur dans le cadre de sa réforme des collectivités territoriales, qu'il n'y ait plus que 4 à 5 grandes régions qui toutes s'organisent autour de l'eau. La vallée de la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône, et petite réflexion sur le Rhin et sur le nord de la France avec le bassin versant qui descend vers le nord et vers la Somme. Et donc, si vous voulez, cette question des bassins hydrologiques, c'est quelque chose qui n'a pas simplement une lubie. C'est qu'au point de vue culture, au point de vue agriculture, au point de vue culturel et tout, ce sont des grands bassins qui ont des identités et qui s'articulent bien évidemment à cause du mouvement naturel de l'eau à la mer. Donc, voilà aussi une espèce de représentation de la France qui s'organise sur la question de l'eau. Et à l'intérieur de cette échelle de Paris-Rouen-le Havre, les axes de développement, pour maintenir cette alternance ville-nature, s'organisent autour des talwegs, donc autour des chemins de l'eau qui descendent dans la Seine. Pour simplement faire vite mémoire de là où nous en sommes, le travail sur la ligne Paris-Normandie, elle a beaucoup évolué, elle est au débat public actuellement, et la ville de Caen, Rouen et Le Havre sont en train de devenir une mégapole, un petit peu à l'image de ce dont monsieur le maire parlait tout à l'heure, entre le rapport entre Lyon et Saint-Étienne. On a aussi une sous-mégapole. Dans le travail sur l'ensemble de la vallée de la Seine,
ces deux grands territoires que sont l'estuaire et l'articulation avec Paris et avec la confluence Seine-Nord sont deux points stratégiques, deux grands travaux autour de la question de l'eau, des territoires et du développement portuaire. Juste pour une indication, ce qui se passe aujourd'hui est passionnant pour moi, c'est que, par exemple, les forces économiques, par exemple les chambres de commerce, se sont réunies, toutes les chambres de commerce de la région parisienne et de deux régions normandes, et ont créé une conférence consulaire. Ils ont même fait un logo que je trouve formidable, avec la partie très maritime du Havre à Rouen, la partie campagne et nature qui correspond un peu à l'entre-deux, et puis la région parisienne de Mantes à Paris. Et cette dimension de l'axe Seine devient, avec le chemin de fer, avec la coordination des trois ports de Paris, Rouen, Le Havre, qui sont en train de devenir un seul port, est en train de devenir une réalité, et ça va très très vite. Je vais vous présenter les deux grands thèmes et grands travaux sur les deux extrémités. Je voudrais simplement dire deux choses encore. On a été au XXe siècle dans une culture de la fondation, c'est-à-dire qu'on a considéré un peu dans cette espèce d'écho au XIXe siècle, la ville c'est le mal, on va aller ailleurs. Donc tous les congrès internationaux d'architecture moderne ont été toujours dans un rapport à fonder la nouvelle ville, à véritablement toujours aller ailleurs, et d'où les grands ensembles, d'où toutes les grandes métropoles qui sont construites, Brasilia, Canberra et bien d'autres. Et je pense que le XXIe siècle est dans une culture de la transformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où pour le développement urbain et le développement des territoires en mutation, c'est en bâtissant la ville sur la ville, en transformant la ville. Et donc c'est une autre rhétorique de la composition urbaine qui s'annonce et qui est déjà bien amorcée et qu'il faut faire. Et donc en travaillant sur cette grande échelle, qui est la seule, comme nous l'avons démontré, qui est la seule qui permet de régler les problèmes de l'après-Kyoto. On ne règle pas tous les problèmes de développement durable en faisant des petites zones, des petits éco-quartiers avec des boîtes isothermes, des bâtiments. La grande économie durable, c'est l'économie avec une industrie circulaire dans laquelle on intègre le recyclage des déchets, dans laquelle on intègre l'ensemble des nouveaux systèmes d'énergie, dans lequel on influence la mobilité. Et donc, je veux dire que seule la grande échelle permet de régler l'après-Kyoto. Donc, cette culture de la fondation devenant la culture de la transformation et la grande échelle qui répond à l'objectif que nous avons tous de régler les problèmes de l'après-Kyoto. Donc l'exuaire Seine se développe dans une étude où la question qui nous était posée était la question de... Il y a le port sur la rive droite, c'est le Havre, sur la rive gauche, c'est le port de Rouen, avec Honfleur. Et toute la discussion, c'était la ville et le port sont brimés par les zones de PPRI, les risques d'inondation, par les zones des risques technologiques avec les grandes entités pétrolières, par les protections naturelles, Natura 2000, les autres. Et donc une espèce de blocage psychologique de ce grand territoire qui fait à peu près 40 km, 45 km, qui fait l'estuaire, dans lequel il y a une alternance permanente de zones industrielles et de zones protégées, et puis la ville du Havre devenue patrimoine mondial de l'humanité. Et ce que nous avons dit, c'est que de toutes ces contraintes, au lieu de les subir, de pleurer, le port qui pleure, la ville qui ne sait pas comment, par où se développer, il faut en faire un atout. Et on a proposé de créer le grand parc de l'estuaire qui fasse que de toutes ces contraintes, que les contraintes de risque technologique à cause des entreprises pétrochimiques, c'est un atout. On ne va pas créer de nouvelles zones de risque. Donc une ville qui a des zones où on peut faire des exploitations industrielles dangereuses, c'est une richesse. Un port qui va être le premier grand port à avoir plus d'espace naturel à gérer que d'espace industriel, c'est quelque chose de très, très surprenant et très intéressant. Et donc de faire de toutes les contraintes des éléments positifs. Donc le travail
s'organise autour de cette idée d'un grand parc industriel et naturel qui prennent aussi en compte l'organisation de l'habitat dispersé, qui est aussi un des grands défis lorsqu'on travaille sur les grandes métropoles, car on ne peut pas réduire l'urbain à la zone dense. Il faut prendre en compte toute la problématique que nous traitons par la question du déplacement et la question des transports. Les grandes infrastructures portuaires qui se sentent brimées par le développement des contraintes naturelles, c'est en fait une chance absolument extraordinaire. Et là, voilà, vous avez Port 2000 et vous voyez qu'il y a de la place et qu'en construisant le port sur le port, on peut véritablement arriver à... l'accumulation, la densité de la vie portuaire, pour moi, elle est indissociable du tissu urbain qu'il y a derrière et de l'accumulation des activités. Et je pense qu'on ne réglera pas les problèmes des grands espaces d'eau dans les villes, que ce soit dans les ports ou que ce soit sur les fleuves, dans les ports fluviaux, si on ne prend pas en compte cette très grande échelle. C'est là que je reviens sur cette idée des containerisations. La container à l'échelle mondiale a transformé tous les ports du monde. Un merveilleux livre de Mark Levinson qui s'appelle Boxes raconte l'histoire de la containerisation et comment la containerisation a fait que toutes les villes portuaires du monde, qu'elles soient fluviales ou qu'elles soient maritimes, sont en pleine mutation. Et cette mutation, c'est la mutation du XXIe siècle et la fin du XXe siècle, c'est que tout d'un coup, on peut ouvrir les espaces portuaires à la ville. Et que donc, une invention technique sur le mode de transport est en train de transformer toutes les villes du monde. Et je pense que c'est de cette idée que je crois qu'on doit pour pouvoir essayer de réfléchir sur toutes les problématiques. Comment réorganiser et redistribuer ce qui s'est déjà fait, mais le faire d'une façon un peu plus raisonnée. Car la containerisation a créé des espaces extrêmement importants qui doivent être en dehors des villes parce qu'il n'y a pas la place dans les espaces portuaires traditionnels. Et de ce fait, Bordeaux, Nantes, Le Havre, pour ne parler que de la France, Le Havre demain, avec l'étude de Bruno Fortier, qui travaille, lui, sur la transformation des bassins du Havre, et toutes les villes du monde, Shanghai, New York, Tokyo, toutes sont en train de reconsidérer totalement le rapport à la mer. Mais le rapport à la mer ou le rapport à l'eau, c'est aussi le rapport à l'ensemble du territoire et à l'ensemble des côtes. Et réfléchir à la création des grands ports, c'est aussi réfléchir à tout. Donc voilà un peu le territoire sur lequel on travaille, qui est le territoire de l'estuaire, avec ses alternances, avec ces zones de PPRI qui sont intégrées au système. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans toute l'histoire des villes, le rapport à l'eau, c'est aussi une artificialisation, j'arriverai pas à le dire, rendre artificiel le rapport à l'eau. La construction des docks, la construction des digues fabrique un autre territoire. Et par exemple, au Havre, le territoire que l'on classe naturel aujourd'hui est la conséquence de la création des digues qui a complètement artificialisé les choses. Donc il faut un peu revenir à quelques vérités pour pouvoir travailler sur ces territoires. Les limites géographiques aussi du territoire avec les collines, les falaises fabriquent aussi un lieu et un paysage. L'organisation des transports, l'organisation des mobilités, l'organisation des franchissements et des franchissements par les systèmes de transport en commun est un vrai enjeu que l'on essaye de travailler. Donc voilà le décliné à l'échelle du Havre, le tressage de toutes les mobilités possibles et l'utilisation. Ça nous amène et ça nous a amené à une réflexion sur ce qu'on a appelé le changement de culture sur l'industriel, sur l'agriculture, sur les mobilités, sur les déchets.
et toute une série de travail très poussés sur, par exemple, comment les grands parcs industriels du port du Havre sont aussi potentiellement des grands producteurs d'énergie, et si on suit ce qui se passe dans le port de Rotterdam, demain sont des grands lieux d'agriculture. C'est-à-dire que cette idée que sur le toit des grands entrepôts en Hollande, on crée aujourd'hui des grandes zones agricoles d'agriculture hors sol. Donc vous avez que tout d'un coup le port qui est récupéré dans sa rapport avec la ville, puisque les containers a libérés, et les parties industrielles deviennent des grands producteurs d'énergie et des grands lieux d'agriculture hors sol. Donc ça change aussi le rapport entre la ville et son port. Dans les transports, la culture de la lenteur, c'est-à-dire les croisières, les bateaux, la logistique, donc je dirais 2 mots encore tout à l'heure, tout cela, c'est aussi l'irruption de tous les systèmes possibles et imaginables de transport, les tramways de l'air, c'est-à-dire les systèmes de téléphériques mis dans les villes, les systèmes de grands qu'on s'appelle des aéronefs considérables qui viennent prendre les marchandises et peuvent les transporter à l'intérieur des terres. Il y a toute une série de systèmes de la lenteur. On n'est plus dans la vitesse, et l'eau fabrique cette espèce de rapport à la lenteur. Ce qui m'a fabriqué aussi, particulièrement amené à réfléchir, c'est aussi dans le cadre de l'axe Seine. Et donc, ce qu'on appelle, nous, l'axe Seine, c'est le territoire qui va de Paris à Mantes. C'est la question de la logistique. Elle est essentielle, bien sûr, pour le port. C'est la logistique lourde. Mais dans le cadre de territoires plus cernés, on travaille actuellement sur l'organisation générale de tous les mouvements